Un aéroport désert. Enfin, c'est ce qu'il paraît. Car en levant les yeux, surprise, un avion de ligne. À l'intérieur, cet après-midi-là, c'est un peu l'effervescence. Car cela fait des mois que le hall de gare n'a pas été aussi vivant. Des valises, des cartes d'embarquement et des voyageurs excités à l'idée de partir en vacances. Venus de toute la Loire, mais aussi de l'Ardèche, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, ces vacanciers apprécient la proximité et le confort de cet aéroport. C'est plus court déjà de Rouen-Satolas sur Rouen-Saint-Étienne, c'est quand même une différence de temps déjà, de perte de temps. Hein. Nous partons au Monténégro et nous utilisons cet aéroport. Il n'y a pas besoin de parking, c'est magnifique, on n'attend pas, on prend soin de nous, tout va bien, voilà. Le gros avantage, c'est que des petits aéroports, on ne fait pas la queue pendant des heures et des heures. Voilà. Je trouve que partir de Saint-Étienne, c'est quand même une très bonne chose. Et je regrette qu'il n'y ait plus d'avions réguliers au départ de Saint-Étienne, parce que ça oblige d'aller à Lyon. L'autoroute est souvent bouchée. On est toujours obligé de partir à l'avance. C'est quand même désastreux. Et je trouve qu'une plateforme comme celle de Saint-Étienne, c'est dommage qu'elle ne soit pas plus utilisée. Il devrait y avoir des avions qui arrivent, qui vont sur Paris ou ailleurs, des destinations qui devraient marcher. Au guichet de cette agence de voyage, c'est avec plaisir que l'on reçoit les voyageurs. Dernière agence présente sur le site, son fondateur n'a pas voulu quitter son guichet ligérien quand les compagnies aériennes ont fait leurs valises. Lui a décidé de continuer à proposer des charters au départ de la Loire. Il a fallu se battre pour aller chercher de nouveaux marchés sur de nouvelles destinations. C'est comme ça qu'on a pu survivre. Cette année, nous avons posé 2 avions à l'aéroport de Saint-Étienne à destination du Monténégro, aujourd'hui et dans 8 jours. Et ces avions plaisent aux Ligériens puisque les 2 vols sont quasiment complets. Ça fait plaisir de revoir un petit peu tout ce dynamisme-là autour de notre aéroport ligérien. En à peine 1 heure, l'enregistrement est terminé et les passagers sont prêts à commencer leurs vacances. Ce Boeing 737 les ramènera dans 1 semaine, ici, à l'aéroport de Saint-Étienne-Loire. Soirée de gala hier soir pour le lycée Ampère. L'établissement du 2e arrondissement fêtait ses 500 ans en présence d'anciens élèves de renom comme Bernard Pivot, André Manoukian et Raymond Domenech. L'histoire, on la ressentait déjà quand on était en classe et là encore plus maintenant. Je vois le poids de ces 5 siècles qui sont là derrière. Et pour moi, c'est important de me dire j'ai participé un petit peu à ça. Je trouve ça génial. D'anciens élèves qui gardent également des souvenirs émus de leurs années lycée. J'ai passé ici 3 années, les années l'ado, le début de ma carrière de joueur. Quand je suis rentré dans cette cour, elle n'a pas changé, quoi. C'est dingue, avec ces platanes qui sont toujours là et tout. Et c'était les années heureuses, il y avait beaucoup de joie. C'est un petit peu le rêve, vous savez, quand vous êtes un élève, vous ne pensez pas qu'un jour vous allez devenir quelqu'un de un peu célèbre et qu'on va vous inviter avec honneur, quoi. Depuis le XVIe siècle, le lycée Ampère a également vu passer sur ses bancs François Rabelais, Alphonse Daudet ou encore Édouard Herriot. Ça, c'est des pousses de pois qui ont le goût de petits pois crus quand on les mange comme ça. Du pois, de l'oseille, du radis, mais encore de la moutarde, de la roquette ou du chou. Voici ce que cultive Isabelle dans cette serre. Chaque semaine, elle livre entre 15 et 20 restaurants sur l'agglomération grenobloise. Une production entièrement locale, comptée entre 3 et 4 euros pour une barquette. Donc ça, c'est des pousses de raie. Pour l'instant, on est sur une année de test. On est hébergé par la ville de Grenoble sous une serre du centre horticole où on a pu commencer une production de micro-pousses et commencer le développement commercial de ces petites plantes qui se mangent comme ça, toutes crues. Le vendredi, c'est à bord de sa camionnette qu'Isabelle se rend dans les restaurants, mais le mardi, elle livre une dizaine d'établissements à vélo. Nous, on attendait avec impatience qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce genre de produit en local. En fait, parce que quand on travaillait des micro-pousses, on le faisait très peu en fait, parce que c'était tout le temps des gens, c'était tout le temps des produits qui venaient de Hollande, emballés dans
15 tonnes de plastique, on ne savait pas trop comment c'était fait pousser. Donc là, on était super contents que Isabelle elle nous propose ses pousses. Et après chaque livraison, Isabelle récupère les pots et le terreau pour pouvoir les réutiliser. J'avais vu sur Paris des initiatives un peu similaires de production de micro-pousses et je me suis dit que c'était une production qui pouvait être super bien adaptée justement à la ville. L'idée, c'était de créer une ferme en ville pour créer des emplois en insertion en ville, là où c'est vraiment accessible. Donc je me suis dit qu'en termes économiques, c'était une production qui pouvait vraiment être intéressante et qui pouvait changer du maraîchage classique avec un peu moins de pénibilité et d'autres atouts en fait. Le gros enjeu de 1000 pousses désormais est de trouver pour l'an prochain un terrain entre 1000 et 2000 mètres carrés afin de mettre en place la partie d'insertion et d'accueil thérapeutique, mais aussi développer son activité. Opération lifting grandeur nature pour le Savière. D'ici à l'été prochain, ce bateau effectuera la liaison entre le grand port d'Aix-les-Bains et Haute-Combe, Conjus ou encore Chana pour une desserte réservée aux cyclistes. Il a fallu refaire toute la superstructure et faire disparaître à l'arrière ce qui était une cabine pour en faire un pont ouvert avec un système d'arceaux de crochets qui va venir prochainement donc pour pouvoir suspendre 28 vélos et puis en accueillir jusqu'à 35-40 à peu près en temps normal. Ce nouveau bateau qui favorise le recours aux mobilités douces, comme les vélos, symbolise parfaitement l'état d'esprit de Tourisme Participation. La holding, propriétaire des compagnies des bateaux du lac du Bourget et du lac d'Annecy, a choisi de contribuer à la préservation de l'environnement. Preuve supplémentaire, depuis le 19 avril dernier, l'ensemble des 11 bateaux du groupe est passé du gasoil non routier au GTL Marine, un carburant alternatif moins polluant. Aujourd'hui, il existe des techniques qui pourraient s'appliquer, qui ne sont pas complètement matures, qui sont l'hydrogène ou l'électricité. On n'a aucun changement à faire sur les bateaux techniques, ni dans les cuves, ni dans les moteurs. Ça change qu'on n'a plus d'odeur, qu'on rejette moins de CO2, qu'on rejette moins de produits polluants et que c'est un produit qui est biodégradable. Si on avait un jour, on n'espère pas un accident, le produit est complètement biodégradable dans le lac. Signe de la bonne santé financière de Tourisme Participation, les bateaux du lac d'Annecy sont passés sous pavillon aixois au début de l'année. Et la saison estivale à venir s'annonce sous les meilleurs auspices. Les deux compagnies se portent bien. Au niveau de la compagnie d'Aix-les-Bains, on a fait des gros efforts ces dernières années pour la rendre profitable, ce qui n'était pas le cas quand on l'a rachetée. Et on fait pareil à Annecy. On investit beaucoup en formation pour pouvoir rendre le personnel plus polyvalent, ce qui nous permet d'augmenter l'employabilité du personnel tout au long de l'année. Si pour le moment le recours à l'électrique n'est pas envisagé, dès l'année prochaine, un bateau à motorisation hybride transportera les touristes sur le lac d'Annecy. « 74e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie et de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce mercredi 8 mai à Clermont-Ferrand. Comme chaque année, des détachements militaires pour la prise d'armes place de Jaude et un public fidèle. Les anciens combattants toujours présents et de nombreux enfants et adolescents pour prendre le relais sur le devoir de mémoire. Véronique Jam, prof d'histoire géo au collège Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, suit les commémorations depuis plus de 20 ans. Pendant très longtemps, j'ai fait venir dans mes classes des rescapés des camps nazis, des anciens grands résistants, des anciens combattants de la Seconde Guerre. Et à un moment, ils m'ont demandé si je voulais bien participer aux cérémonies pour faire lire le message qui doit être lu au nom des anciens combattants par un jeune. Et je leur ai dit oui. Et ce qui me touche, c'est que je viens de croiser une ancienne élève qui vient pour assister à la cérémonie alors qu'elle n'a plus cours avec moi, qu'elle est passée au lycée et qu'elle a été marquée par ça et qu'elle est présente. Un rendez-vous sur la base du volontariat, chaque élève vient de sa propre initiative et nombre d'entre eux sont même plutôt demandeurs. Cécilia a 15 ans, elle était présente en 2017 avec sa professeure, mais revient maintenant faire partie du public. Je suis revenue cette année parce que déjà le 8 mai c'est une date très importante et je voulais être présente parce que c'est quelque chose de très important pour moi et pour l'histoire de la France. Et c'est vrai que nous les nouvelles générations, il faudrait qu'on continue de perpétuer ces traditions. Tradition solennelle et tradition symbolique avec Victor, un jeune de 3e qui a été choisi pour lire le fameux message au nom des anciens combattants. Qui a vu la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. C'est une période qui me passionne, alors j'ai trouvé ça intéressant donc de participer.
C'est un devoir de mémoire de ma part parce que c'est grâce à ces gens qu'on peut vivre libre actuellement. Des cérémonies d'anniversaire présentes sur toute l'Auvergne et qui rassemblent souvent autour d'une forte émotion. Pour la deuxième année consécutive, Saint-Étienne se place dans le top 10 du classement des grandes villes où il fait bon vivre avec son animal. En 2019, elle entre même dans le top 5 selon l'association 30 millions d'amis. C'est Montpellier qui domine ce classement. Les Stéphanois propriétaires d'un chien souscrivent à 100% à ce bon classement. Pour Saint-Étienne, moi ce que j'ai bien aimé surtout, c'est qu'ils mettent des sacs. Vous savez, pour ramasser les crottes, des trucs comme ça. Donc ça, c'est déjà un bon point très intéressant, quoi. J'ai un espace canin pas très loin où elle peut faire ses besoins et courir. C'est que pour les chiens. Il y a des distributeurs de sacs plastiques, j'en ai plein les poches pour le cas où elle ferait là. Il se plaît très bien parce que où j'habite, il se promène. Alors j'habite dans le parc de Montaut. Donc dans le parc de Montaut, on le laisse en liberté, il est très très bien, quoi. Et même si de gros efforts restent à faire avec les propriétaires eux-mêmes, selon certains. Éduquer les gens pour qu'ils ramassent les crottes de leurs chiens. Les chiens, ils sont intelligents, mais il faut leur apprendre. Donc c'est les maîtres qu'il faut éduquer. Un résultat qui se base notamment sur l'accessibilité, la propreté, la sensibilisation à la population et la médiation. Une politique volontariste mise en place par la municipalité de Saint-Étienne. Engager vraiment un élu sur ce sujet, c'est dire l'importance qu'on voulait donner à cette thématique. Et on a essayé vraiment de mobiliser les autres services, ne serait-ce que le service urbanisme, le service propreté, le service espace public, pour vraiment que tout le monde soit concerné par cette thématique, parce que c'est vraiment un problème transversal, comme des soutiens aux associations à SPA, à Micha, une grosse campagne de communication sur les bons comportements, aussi le doublement des parcs de toutounettes. On veut vraiment que tout le monde ait sa place en ville. Et sachez que la mairie de Saint-Étienne engage 40 000 € par an dans la politique animale. Who let the dogs out?